Excellent. Bonjour encore une fois. Aujourd'hui, nous allons en fait vous présenter le rapport de recherche Oustawi qui porte sur la santé mentale et le défi d'être jeune et noir à Québec. Nous avons plusieurs intervenants qui sont là pour en discuter et échanger avec vous. D'ailleurs, il y aura une période de questions plus tard durant le webinaire. Je vous invite à préparer vos questions au fur et à mesure des présentations pour que nous puissions ensuite y répondre. Je vais commencer en fait en vous présentant brièvement le Forum Jeunesse Afro-Québécois, qui est l'organisme qui a chapeauté la réalisation de ce rapport de recherche. Excellent. Le Forum Jeunesse Afro-Québécois, ou FJAQ, est un organisme à but non lucratif fondé en 2016 par des jeunes de la communauté afrodescendante de la ville de Québec. On se veut en fait un laboratoire vivant et novateur d'intégration, de participation citoyenne et de valorisation de la jeunesse afrodescendante du Québec. On utilise une approche inclusive par, pour et avec les jeunes pour soutenir l'émergence de leaders afrodescendants engagés dans la société québécoise. Notre objectif, notre mission, c'est, comme je le disais, mobiliser, outiller, valoriser les jeunes pour renforcer leur participation citoyenne, leur leadership, leur inclusion dans toutes les sphères de la société. Notre équipe est composée majoritairement, en fait, d'un conseil d'administration de 5 membres qui donnent l'orientation de l'organisation. Ce sont des membres bénévoles. Également, un comité exécutif qui supervise le personnel du FJAQ. Et donc, on a aussi une équipe là, d'employés qui se charge de l'opérationnel, là, de l'organisation des projets, etc. Nos valeurs sont l'inclusion, le leadership, la solidarité, la créativité et l'excellence. Nous avons plusieurs projets et activités. L'un de nos projets, c'est le projet Initiation à l'engagement citoyen et au leadership, ou le projet IL, qui vise à renforcer la résilience et la participation civique des jeunes de 15 à 30 ans issus de groupes sous-desservis. Grâce à des micro-subventions et à un accompagnement personnalisé, le projet IL soutient des projets concrets portés par la jeunesse engagée de la région de Québec. C'est un projet qui est financé en partie par Service Jeunesse Canada. Également, nous avons le Grand Forum, qui est un événement biannuel qui aura lieu cette année. Dans le cadre du 10e anniversaire du FJAQ, ça aura lieu en septembre. Il s'agit d'un espace de dialogue et d'idées réunissant des jeunes, des artistes, des élus autour de la citoyenneté et du vivre ensemble. Ça se veut un véritable catalyseur de projets inspirants. Nous avons également le Festival d'art afro-québécois, ou FAQ, qui a lieu à chaque année au mois de février pour offrir une vitrine multidisciplinaire qui célèbre les talents afrodescendants à travers la musique, la danse, le théâtre, les arts visuels. Ça se veut vraiment un pont entre les cultures. Également, nous avons le projet Oustawi, qui se rapproche plus précisément là, de ce qui nous amène ici aujourd'hui. Le projet Oustawi qui porte sur la santé mentale, le bien-être des jeunes afro-québécoises et afro-québécois. Ça a pour mission de promouvoir la santé mentale, le bien-être des jeunes de 18 à 35 ans dans la région de Québec. Ma collègue Gabriella pourra vous en dire plus dans quelques instants. Également, le FJAQ mène quelques initiatives en appui à la participation citoyenne, donc en soutenant la formation et la représentation des jeunes afrodescendants dans diverses instances et des programmes de leadership. Puis enfin, on fait nous-mêmes des représentations, donc on participe à des comités, des réflexions collectives pour assurer la voix et la présence des jeunes afrodescendants et afrodescendantes dans la société québécoise. Donc, si vous voyez quelques-uns de nos partenaires, à la fois à l'échelle locale et nationale, également, vous avez accès ici à certaines de nos pages sur les réseaux sociaux. D'abord notre site web, puis ensuite, nous sommes également disponibles sur Facebook, sur Instagram. Nous avons une galerie de photos sur Flickr que vous pouvez consulter pour avoir un aperçu là, de nos différentes activités à l'année longue. Et puis, un petit aperçu aussi de notre présence médiatique. Donc, par exemple, la couverture du Festival d'art afro-québécois dans le journal Carrefour de Québec, et puis également un extrait en fait du téléjournal de Québec qui montre aussi le Festival d'art afro-québécois. C'est tout pour la présentation de l'organisme en tant que tel, du FJAQ.
Donc, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Gabriella qui pourra vous présenter le projet Oustawi. Bien, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes tous bien reposés. Donc, merci à tous pour la prise de parole. Donc, je vais être très brève par rapport au projet Ustawi. À toi un peu résumer le projet en soi. Je sais pas si à toi tu peux présenter. Oui, parfait. Absolument. Un petit instant. Donc, je peux déjà commencer. Je sais pas si tout le monde voit l'écran. Donc, le projet Ustawi, c'est vraiment, comme Atou l'a dit tantôt, c'est vraiment une initiative du Forum Jeunesse Afro-Québécois. Et Ustawi veut dire bien-être en Swahili. Donc, c'est un projet sur le bien-être, la santé mentale, avec aussi un volet recherche. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on est un peu tous, toutes là aujourd'hui. Donc, bien-être en Swahili, qui vise aussi les jeunes de 18 à 35 ans. Et la recherche porte en effet sur l'impact du racisme et des microagressions sur la santé mentale, qui va être présenté par Peterson ici présent. Et les objectifs du projet sont vraiment de favoriser en fait le mieux-être des jeunes afrodescendants dans le cadre d'âge que je viens de mentionner, vraiment démystifier, parler des tabous, et vraiment créer des espaces sécuritaires de dialogue à travers nos activités et puis bien sûr outiller les leaders religieux, leaders communautaires pour justement mieux desservir les jeunes de la communauté. Et bien sûr, vraiment créer non seulement de l'espace, mais aussi produire des connaissances ancrées dans les réalités que ces jeunes-là vivent. Donc, vraiment pouvoir mettre les mots aussi sur ce qu'on vit, pas juste mettre tout ça dans des cases de microagression ou racisme, mais vraiment pointer du bout des doigts vraiment le terme en fait que ces jeunes-là peuvent vivre, donc les idées à découvrir ce genre d'aspect-là, puis vraiment donc à travers tout ça c'est concentré avec quatre grandes activités qui sont des focus group, donc groupes de discussion qui sont vraiment des séances de récolte de données pour la recherche mais aussi pour nous pour savoir parce qu'on peut pas faire un projet sans les jeunes, donc on leur demande, on essaie de voir qu'est-ce qu'ils ont besoin puis, c'est vraiment une récolte de données qualitatives et quantitatives en même temps. On a aussi cercle de parole. Ça, c'est vraiment un espace vraiment plus sécuritaire, anonyme, et puis de partage d'expériences. Afin de vraiment parler de chacun, qu'est-ce qu'on a vécu, puis de vraiment briser aussi les tabous. Et aussi, on avait des ateliers qui sont aussi des moments de discussion, mais aussi plus informatifs, donc partage d'informations, que ce soit de l'intervenant, mais aussi des participants. Donc, c'est vraiment partage d'informations générales, puis à travers ces informations-là, on s'instruit, puis on avance ensemble. Et finalement, on avait aussi des formations pour les leaders, comme j'ai dit, communautaires, leaders religieux. Et c'est vraiment d'outiller ces leaders communautaires-là et religieux et les sensibiliser afin qu'ils puissent accompagner les jeunes dans la communauté. Pour tout ce qui est des thématiques abordées, ça c'est quelques-uns juste pour que vous ayez une idée pour ceux qui n'ont pas pu participer dans nos activités. C'est vraiment, on parlait du racisme, bien sûr, de la discrimination, des tabous, de l'immigration, de stress, d'anxiété, de dépression. On a aussi fait de l'art-thérapie. On a eu donc l'art-thérapie, c'était une activité où c'était principalement en créole. On avait une traductrice aussi pour les gens qui ne parlaient pas la langue. Donc, c'était vraiment, on a aussi on a parlé de vraiment comment s'exprimer émotionnellement de diverses façons. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et puis, sinon, on avait aussi un cercle de parole aussi pour les femmes migrantes et aussi des focus group pour les personnes LGBTQ+. Donc, tout ça, ça c'est quelques petits sujets, plutôt grands sujets qu'on a discuté dans nos activités que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et puis, on avait aussi instauré en fait une journée qu'on appelle une journée Ustawi, qui a été
la première version a été réalisée samedi 11 octobre 2025 dernier. Donc, c'était vraiment une journée pour souligner la santé mentale. Donc, il y avait des activités, il y avait aussi une concentration de discussions, de cercles de parole, d'ateliers. On avait aussi garderie. Donc, c'était vraiment pour tout le monde. Puis, c'était vraiment ludique, mais en même temps, pour permettre justement à notre communauté noire, afro-descendant, de pouvoir venir non seulement s'instruire, mais aussi s'amuser. Et donc, il y avait de la danse aussi, de la danse afro. Et c'était vraiment très intéressant là pour cette journée. Sinon, en général, nos résultats, donc, vu que le projet s'est terminé le 31 mars, comme le projet continue en soi, mais il y a encore des poussières, mais la première version du projet s'est terminée le 31 mars et les résultats sont vraiment, on a réalisé plus de 21 activités, donc focus group, cercle de parole, etc., ateliers. Et on a eu plus de 154 participations dans nos activités. Et le volet recherche, bah, il va être en plus élaboré un peu plus tard, mais on a fait un sondage dans le volet recherche pour pouvoir justement aller poser des questions, pour pouvoir récolter aussi des informations. Donc, on a eu plus de 100 participations et on voyait un niveau préoccupant aussi on a remarqué d'anxiété, de dépression, de stress au sein de la communauté afrodescendante. Et puis on a aussi eu une campagne de sensibilisation. Je sais pas si vous avez vu ça passer sur les réseaux sociaux, donc en plusieurs langues, donc Lingala, créole haïtien, Swahili en anglais. Pour pouvoir justement sensibiliser. Donc, c'était fait par des jeunes et pour les jeunes aussi, mais ça a rejoint encore plus de monde. Donc, plus de 29 000 personnes qui ont été rejointes. Donc, c'était très intéressant. Puis, c'est des vidéos que vous pouvez toujours aller voir sur nos sites Internet, sur les plateformes réseaux sociaux et tout ça. Donc, c'est très intéressant. C'est des vidéos qui parlaient justement de comment certains propos peuvent affecter les jeunes, puis comment aussi on peut surmonter ça parce que c'est des propos, oui, qui restent quand même ancrés, mais on peut quand même aller par-dessus et évoluer en tant que personne aussi. Sinon, quelques petits témoignages ici, par là, vous pouvez prendre le temps de les lire. Donc, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point j'avais intégré certains stigmas. Cet atelier m'a donné envie de parler plus ouvertement avec ma famille. Donc, merci pour cet espace où on peut se retrouver, se comprendre sans être jugé. Euh, on a eu aussi des moments où les gens ont bravé le froid et ils voulaient vraiment pas manquer une de nos activités ou peu importe. Donc, c'était vraiment des moments intéressants que les gens ont pu vraiment se sentir entourés, ont pu vraiment avoir une communauté qui les comprend, qui les écoute, puis qui les donne des conseils concrets, puis comment agir aussi. On avait une partie aussi à la fin de ces activités-là, on les laissait pas partir comme ça, on donnait des ressources aussi pour pouvoir qui sont pour pouvoir les aider en dehors le cadre de ces activités-là. Donc voilà, donc merci de votre écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Excellent. Donc, merci beaucoup, Gabriella, pour cette présentation d'Oustaoui. Je vais maintenant passer la parole à Sadatou Abdul Karim de l'Observatoire des communautés noires pour qu'elle puisse nous expliquer en fait pourquoi il est important de parler des communautés noires en contexte québécois. Donc, Sadatou, je m'occupe de partager la présentation. Ah, Parfait. Merci à toi. parfait. Je vois qu'il y a quelqu'un qui partage son écran, ce n'est pas moi. Je ne suis pas en train de partager non OK, plus. parfait. Ça marche? C'est c'est bon à tous, c'était moi, désolé. Tu, tu as l'accès maintenant, non? Oui, c'est bon, je vais pouvoir faire le partage. Ok, parfait, ça oui. Parfait. C'est bon? Oui, vous pouvez y aller. Donc, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et bravo vraiment pour tout le travail que vous réalisez.
Alors, donc, moi, je vais répondre à cette question-là. Pourquoi parler des communautés noires? Et donc, on peut passer à la prochaine slide. Voilà, donc pour répondre à cette question, je vais parler de quelques éléments. D'abord, bien sûr, parler brièvement du sommet Jeune Afro, puis de l'Observatoire des communautés noires. Et enfin, cette question, pourquoi parler des communautés noires? Alors, à ce moment-là, il faut souligner que c'est une présence ancienne, puis donner quelques caractéristiques démographiques globales et aussi parler des données en fait qui montrent ce que vive la jeunesse noire, parler du racisme systémique, puis du racisme anti-noir et brièvement de santé mentale. Alors, donc, on peut passer à la suivante. Alors, le Sommet Jeune Afro, c'est un réseau d'organismes, en fait, qui a pris place en 2017, mais c'est des organismes dont plusieurs existaient depuis longtemps. Certains existent depuis une cinquantaine d'années. Donc, c'est plusieurs organismes qui se sont mis ensemble, en fait, pour renforcer leur travail d'amélioration des conditions socio-économiques des jeunes des communautés. Le réseau compte plus de 80 membres. Et l'Observatoire, c'est un organe de recherche au sein du Sommet Jeunes Afro. C'est un organe de recherche qui produit des recherches participatives afin de donner des données en fait statistiques et qualitatives probantes pour documenter les réalités des jeunes noirs. Donc, donner de la matière, en fait, pour des décisions qui soient équitables, pour des actions qui soient adaptées à leur réalité. C'est dans une approche collaborative, dans une approche vraiment participative, non seulement avec les organismes membres, mais avec les communautés et effectivement pour mettre des informations adéquates dans les lieux de décision. Alors, et les principaux axes sur lesquels les sommets et l'observatoire travaillent, il y a l'axe culture, l'axe justice, économie, éducation, santé et services sociaux. Alors, maintenant, quand on parle des communautés noires, pourquoi en parler? Déjà parce que les communautés noires au Québec, c'est une souche ancienne et une présence continue. Les figures qu'on connaît le plus sont en fait des figures individuelles. On va nous parler de Dacosta, on va nous parler d'Olivier Lejeune, on va parler de Marie-Joseph Angélique, donc des individus qui étaient là depuis pratiquement les débuts en fait de la colonie. Mais quand on parle de Dacosta, par exemple, on dit que c'est un interprète qui était là pour faire des interprétations pour faire être interprète entre les colons puis les communautés autochtones qui sont présentes. Ça soulève beaucoup de questions. Comment ça se fait que lui, il connaisse ces langues-là autochtones pour pouvoir faire l'interprétariat? Ce qui nous amène en fait à voir jusqu'à quel point l'histoire que nous avons apprise à l'école jusqu'à aujourd'hui euh, elle tient pas compte de beaucoup de complexité, notamment par exemple les relations qui auraient pu exister entre l'Afrique et les Amériques avant l'arrivée de Christophe Colomb. Tout ça, c'est des questions sur lesquelles maintenant il y a beaucoup de travaux qui sont en train d'être faits parce que pour pouvoir parler la langue, il faut qu'il y ait eu des liens. Et ça évoque aussi l'ancienneté aussi, en fait, du début de la colonisation qui va remonter à 1415 au lieu de 1412, dont on parle souvent avec la dite découverte des Amériques. La figure d'Olivier Lejeune, c'est un jeune qui avait dans les 10 ans, qui est mis en esclavage et qui a vécu à Québec. Et la figure de Marie-Joseph Angélique, qui était aussi une personne en esclavage, dont l'histoire la plus connue, c'est de dire qu'elle a été accusée d'avoir mis un incendie à Montréal, puis qu'elle a été, comment on appelle ça, exécutée finalement.
Mais derrière ces figures-là, il faut se dire que c'est des communautés noires qui existaient dans des conditions de mise en esclavage. Donc, leurs conditions de vie, qu'est-ce qu'elles faisaient comme travail, comment elles résistaient, tout ça a aussi été documenté, même si ce n'est pas encore enseigné. Donc, ça a été documenté et il y a des livres qui sont écrits. Il y a par exemple le livre Les Noirs du Québec de 1629 à 1900 par Daniel Gay. Il y a aussi Dorothy Williams qui travaille beaucoup sur les communautés noires à Montréal de 1628 à 1990. Donc brièvement, en fait, c'est pour dire que l'une des réponses, pourquoi parler des communautés noires? Parce que déjà, il y a une souche ancienne et il y a une présence continue. Donc, je vous laisserai approfondir en allant lire ces livres-là. Aussi, la présence des communautés noires, c'est dans des conditions, un début, dans des conditions d'exploitation, notamment le système esclavagiste, mais qui s'est continué aussi à travers l'importation de la main-d'œuvre. Parce que les politiques migratoires, elles ont été cessé d'être racistes à partir de 1960, 1967. Mais cette ouverture s'est faite aussi avec une importation de main-d'œuvre dans des conditions utilitaristes, on va dire. Il y a aussi l'épisode de la communauté haïtienne qui a beaucoup contribué en fait au niveau professionnel au moment de la Révolution tranquille. Il faut dire globalement, c'est une population jeune. L'âge médian est beaucoup moins élevé en fait que par rapport à la population du Canada global. Euh, Au Québec, et aussi, c'est une des minorités visibles les plus importantes. Au Canada, ça va être la troisième minorité visible la plus importante. Au Québec, ça va être, comment on appelle ça, une des minorités visibles aussi importante. Donc, je vais essayer d'avancer plus vite. On va pouvoir, je pourrai répondre à vos questions plus tard. Euh, mais l'autre information aussi, c'est tu peux passer, tu peux passer. Vous informer, vous l'avez peut-être déjà su, l'Observatoire a produit un portrait des jeunes en collaboration avec la firme Léger. C'est un sondage qui a été réalisé auprès d'environ 1000 jeunes avec un groupe contrôle. Et ces sondages-là montrent les disparités, en fait, que des conditions de vie des jeunes, tant au niveau économique, au niveau de la santé mentale et au niveau de la discrimination. Donc, tu peux passer au prochain slide. Euh, L'objectif, c'est vraiment de documenter et de mettre à disposition des données probantes. Tu peux passer encore. Là, en fait, c'est quelques statistiques que je présente. Le rapport est disponible sur le site du sommet. Vous pouvez aller le voir. En gros, ces statistiques montrent en fait les conditions de vie des jeunes et les disparités avec les populations, les autres groupes de population et les jeunes blancs aussi. Pour dire qu'ils sont, comment on appelle ça, discriminés et ils subissent beaucoup d'inégalités. Donc, tu peux passer, c'est important parce que l'autre aspect sur lequel je devrais parler, c'est aussi le racisme systémique. Passe encore, passe encore. Alors, concernant le racisme systémique, euh, je vous renvoie à une série de podcasts réalisés par France Culture qui montrent en fait la profondeur historique du racisme systémique. Mais ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est sa définition. Et l'une des définitions la plus, comment on appelle ça, qui montre vraiment la réalité de ce racisme-là et comment il faut le comprendre, c'est celle de Frantz Fanon dans son article Racisme et culture. Ce que dit Fanon globalement, c'est que le racisme est né en fait de la domination et de l'exploitation.
c'est une norme dans un système colonial et ce n'est pas en fait une caractéristique de l'esprit humain. Toutes les sociétés ne sont pas racistes, toutes les cultures ne sont pas racistes, mais une culture qui domine d'autres populations est raciste. C'est ça la définition du racisme. Mais nous parlons aussi du racisme anti-noir pour tenir compte de la spécificité des discriminations et des violences que subissent en fait les personnes noires. Euh, En ce qui concerne la santé mentale, l'Observatoire produit aussi des cahiers en fait thématiques et l'un des cahiers thématiques a porté sur la santé mentale et justement Silva D'Acosta qui a élaboré ce cahier-là nous rappelle de tenir compte en fait du travail de Fanon qui est aussi psychiatre et de son approche en fait pour traiter de la santé mentale des communautés noires et des jeunes noirs de façon spécifique et adaptée. Donc, je peux m'arrêter là, puis le temps était parti, puis je répondrai à vos questions plus en détail avec plaisir. Merci beaucoup, Sadatou. Ça nous donne un bon aperçu de la question. Et puis, comme vous disiez, notre public pourra poser ses questions lors de notre échange dans quelques minutes. Donc, nous en sommes maintenant à la présentation du rapport de recherche en tant que tel. Et donc, je passe la parole à mon collègue Peterson pour qu'il puisse vous présenter les résultats de la recherche. Peterson, je pense que ton micro est fermé. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, c'est parfait. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Oui, c'est bon. Parfait. Eh ben, je tiens à saluer tout le monde. Merci, Saadatou, pour ta présentation. Et je tiens aussi à dire que les travaux menés par l'Observatoire ont énormément nourri ce rapport de recherche, euh, titré La santé mentale et le défi d'être jeune et noir à Québec, en référence justement au portrait que vous venez de citer, de l'Observatoire. Euh, ma collègue Ma collègue Gabriela a déjà parlé, vous a déjà parlé de Oustawi, et moi je vais vraiment rester au document de la recherche ou aux faits saillants. Mais juste avant, j'aimerais bien souligner que les communautés noires au Canada sont loin d'être un groupe monolithique. D'ailleurs, lors du dernier recensement de 2021, les personnes noires se sont identifiées à précisément 313 origines ethniques ou culturelles et l'appellation des communautés noires désigne de fait une diversité de cosmogonie, c'est-à-dire d'identité, de langue, d'ancrage culturel, de trajectoire migratoire, de spiritualité et de religion. Et quand on parle de communauté noire, c'est une réappropriation identitaire faite par les personnes noires de leur racialisation comme source politique. Il est vraiment important de signaler ça. Et même si ces communautés noires ne sont pas homogènes, elles ont en héritage une histoire de déshumanisation commune. Et les conséquences sont visibles par le biais des inégalités socio-économiques, le profilage racial et les discriminations qui impactent quotidiennement la vie de ces personnes. Euh, En termes d'inégalités, on vient d'esquisser un peu les inégalités vécues par des personnes noires. Je peux citer c'est des inégalités en matière d'opportunités, de revenus ou de statut, parce que malgré leur niveau de scolarité et des caractéristiques, les personnes noires occupent des postes inférieurs à leur niveau de scolarité, et ce qui construit un écart dans la rémunération par rapport aux autres groupes de population. Ça, c'est des sources de Statistique Canada. Et pourquoi on doit s'intéresser sur les conséquences du racisme systémique et de la santé mentale? Bien entendu, la référence de Fanon que vous venez de faire, c'est hyper intéressant pour comprendre ça. Et aussi, il faut comprendre le racisme systémique dans ce que c'est et aussi dans ses manifestations aussi. Parce que le racisme systémique, là, je vais un petit peu appuyer là-dessus parce que c'est important pour comprendre les liens avec la santé mentale. En fait, c'est un ensemble de structures, de normes sociales, de politiques et de pratiques institutionnelles qui produisent et reproduisent des inégalités raciales, parfois même de manière non intentionnelle. Et ces conséquences, euh,
peuvent être l'exclusion, l'infériorisation, la subordination, la marginalisation, la périphisation. On peut aussi parler du profilage racial, du racisme qui existe au sein du système scolaire, au sein de la protection de la jeunesse. C'est connu et très documenté. Mais il y a aussi les microagressions. Les microagressions sont des formes d'agressions subtiles et dénigrantes qui sont arrivés lors d'interactions interpersonnelles brèves en raison de l'appartenance à un groupe minoritaire, par exemple. Ça peut être des micro-insultes, des compliments ambigus ou des commentaires de gestes sur l'apparence physique, l'appartenance, etc. Par exemple, tu parles bien pour être noir ou je ne vois pas ta couleur de peau, ou le racisme était pire avant et les personnes noires doivent arrêter de se victimiser. Donc, il existe vraiment une panoplie de comportements comme ça qui peut être vécu comme des microagressions de par leur caractère cumulatif et répétitif. Et aussi, il faut dire que, il y a vraiment une urgence d'intervenir autrement sur la santé mentale des jeunes au Québec, et ceci, toutes les jeunes toutes catégories confondues. Et là, il y a une présentation des statistiques Québec de 2020 à 2021. C'est vrai, ça date, mais le dernier, ou du moins la dernière consultation menée par le mouvement Jeunes et Santé mentale auprès de 850 jeunes et jeunes adultes de 14 à 35 ans, met en lumière plusieurs revendications qui ont été formulées par des jeunes au Québec. Par exemple, l'abus de la médicalisation de la souffrance chez eux, les déserts médicaux, les barrières d'accès linguistique et ethnoculturel, entre autres, mais pourtant, et c'est ce qui nous amène à s'intéresser à la santé mentale des jeunes des communautés noires, c'est parce que, en fait, ces questions liées à la santé mentale des communautés noires sont peu abordées. Et les services sociaux et de santé, les organismes ont de la difficulté à développer des accompagnements culturellement sécuritaires dans la prise en charge de la détresse, d'où l'intérêt vraiment de se préoccuper de ces questions. Gabriela a vu avec vous comment on a fait pour collecter ces informations. Je vais un petit peu survoler. Donc, notre approche a été participative. On a organisé des ateliers thématiques, des focus group, des cercles de parole sur plusieurs sujets, dont stéréotypes, stigmatisation, profilage racial, l'immigration, l'itinérance. Et au cours de ces activités, on a reçu des professionnels, notamment des psychologues, des travailleurs sociaux, des intervenants, des acteurs communautaires dont la participation vraiment a été cruciale dans notre démarche. On a touché vraiment plus de environ 169 personnes en tout dans nos activités d'atelier. Nous avons aussi lancé un questionnaire en ligne. Et à travers ce questionnaire, on a reçu 102 réponses qui nous a permis d'avoir une idée des données socio-démographiques des personnes, une évaluation de la santé mentale à travers l'échelle DAS 21, de la discrimination au quotidien et aussi des microagressions. Après, ces éléments ont été analysés de façon statistique pour essayer d'examiner les corrélations et modéliser l'interaction qui existe entre santé mentale, discrimination rapportée et les microagressions. Donc, sans tarder, je vous présente un peu une idée des caractéristiques sociodémographiques. On ne va pas s'attarder là-dessus, bien entendu. Vous verrez le statut migratoire, une idée des origines aussi des jeunes qui ont répondu à notre questionnaire, leur religion, la situation conjugale, une diversité, bien entendu, qui révèle la complexité des dynamiques migratoires et identitaires au Québec, où l'immigration s'inscrit à l'intersection des enjeux sociaux, raciaux et nationaux. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu comme élément de résultat dans cette analyse quantitative? À la question avez-vous vécu de la discrimination raciale? 74,47 ont répondu oui. Et les discriminations rapportées sont présentes, mais pas de manière constante ou quotidienne, alors que les micro-agressions rapportées sont plus fréquentes et normalisées. On va essayer de dire davantage. Nous avons aussi présenté un tableau qui démontre les niveaux d'anxiété selon leur modération. Et les formes de détresse émotionnelle les plus fréquemment signalées par les jeunes concernent le stress,
Et les formes de discrimination les plus courantes touchent la dévalorisation, notamment la remise en question des capacités intellectuelles, le manque de respect et la stigmatisation. Nous avons aussi prélevé des items qui ont été les plus répétés dans le questionnaire par rapport aux outils d'évaluation. Par exemple, pour le stress, les jeunes ont rapporté que j'ai senti que j'étais plutôt sensible, que j'ai eu du mal à me détendre. Et par rapport à la discrimination, les plus répétés, les items les plus répétés, ce sont ces deux-là. Les gens agissent comme si je n'étais pas intelligent. Je suis traité avec moins de courtoisie ou de respect que les autres. Et pour les microagressions, on a prélevé trois. On m'a félicité pour mon français comme si c'était surprenant que je parle bien. Des gens ont exprimé de la surprise en apprenant mon niveau d'études ou ma profession. Quelqu'un a exprimé qu'il ne croit pas au racisme au Québec ou que tout le monde est bien accueilli ici. Ça, c'est les points de vue les plus rapportés. Nous avons aussi modélisé euh, ces données par rapport à diverses tendances. On a aussi remarqué que chez les femmes affichent des niveaux de détresse moyens, les niveaux moyens de stress et d'anxiété et de microagressions supérieurs à ceux des hommes, tandis que les niveaux de discrimination et de dépression sont demeurés comparables entre eux, ou du moins les minorités aussi, les minorités ethniques aussi. Euh, les les niveaux élevés de détresse sont beaucoup plus présents chez les minorités sexuelles, alors pas ethniques, et surtout en ce qui concerne le stress et l'anxiété. Et aussi, nous avons aussi décelé que les personnes nées au Canada ont obtenu des scores moyens plus élevés que les personnes résidant permanents et non permanents, même si leurs détresses globales sont demeurées dans la catégorie modérée. Et cette tendance suggère que l'expérience du racisme et des microagressions affectent particulièrement les jeunes afrodescendants et descendantes nés ici. Nous allons poursuivre. Là, nous avons aussi distribué par rapport à l'origine migratoire, la religion. Nous n'allons pas tarder sur ces tableaux. Nous allons essayer de rester un petit moment sur qu'est-ce qu'on a remarqué lors de nos rencontres avec les jeunes et qu'est-ce qui a été rapporté de la synthèse de ces données. En fait, le racisme, la discrimination et les microagressions ont représenté une source majeure de stress pour les jeunes de descendance africaine. Malgré leur fréquence, elles sont souvent minimisées ou ignorées. Ces expériences ont laissé des traces profondes sur l'estime de soi, la confiance envers les autres et le sentiment d'appartenance. Plusieurs jeunes rencontrés désignent un impact durable sur leur équilibre émotionnel, en témoignent ces témoignages. Par exemple, un jeune nous avoue je pourrais dire que cela a laissé en moi quelques meurtrissures. À un moment, ça a vraiment affecté la confiance que j'avais en moi et aussi envers l'autre non noir. Quand on vit plusieurs épisodes de racisme, on sent que c'est dur de trouver sa place. On se demande si on n'est pas toujours inadéquat, si c'est nous, si c'est le système. Ce même jeune poursuit. La serveuse a systématiquement ignoré mes demandes. À la fin, elle m'a dit, c'est mon anniversaire, je n'ai pas envie de te servir. Sur le coup, je suis rentré en pleurs. J'ai fait 3 jours où je n'étais vraiment pas bien. D'autres témoignages aussi démontrent que dans les milieux universitaires et professionnels, ces dynamiques ont pris une forme particulièrement violente. Plusieurs jeunes ont décrit les environnements où leurs compétences sont systématiquement remises en question, où leur parole est invalidée, où ils et elles ont dû constamment prouver leur légitimité. D'abord, tu n'as pas la parole. Quand on trouve que tu es noir, donc tu es bête, nous dévoile une jeune. La grosse gifle poursuit un autre en venant ici, c'est la remise en question perpétuelle, personnellement et professionnellement. À l'université, c'est comme la guerre. Maintenant, au niveau professionnel, c'est pareil. On sent les regards sur nous. Qu'à la moindre erreur, on nous met dehors. Cette remise en question constante génère un état d'hypervigilance, une fatigue émotionnelle et un sentiment d'épuisement identitaire. À la fin de la journée, témoigne une autre, je suis toujours fâché. Même si tu te mets une barrière, tu le sens pareil. Et à la fin de la journée, tu as besoin d'évacuer, crier, sortir tout ce que tu n'as pu sortir en face. Une autre poursuit, je savais que ce n'était pas de la timidité. C'était parce que j'étais la seule noire dans la classe. Je me sentais isolé.
Une autre encore, je me disais peut-être que j'en fais trop, peut-être que la personne n'a pas voulu te faire mal ou me faire mal. Tu n'es pas en paix, tu n'es pas sûr de ce que tu fais. D'où cette question de remise en question. Et ces expériences touchent également les plus jeunes. Une participante dans nos activités a exprimé son inquiétude pour ses neveux et nièces au Québec. Ma petite nièce de 5 ans vivait du harcèlement à l'école. Un camarade lui a dit qu'il allait la tuer avec un couteau parce qu'elle est noire. Elle souligne le double standard observé lorsque ses neveux avaient eu un comportement indiscipliné. L'école appelait immédiatement la famille, mais aucun appel n'a été fait pour signaler cet incident raciste. Ces enfants, poursuit-elle, contrairement à moi, n'ont aucun autre chez soi. Ils sont victimes chez eux. C'est ça qui me fait peur. Nous avons aussi, dans nos analyses, relevé que les conceptions de la santé mentale ont joué un rôle, ont joué un rôle déterminant dans la manière dont les jeunes afrodescendants et afrodescendantes expriment leur détresse, cherchent de l'aide ou, au contraire, se taisent. Et dans plusieurs communautés, les difficultés psychologiques sont perçues non pas comme une réaction légitime à un mal-être, mais comme un échec personnel qui doit rester confiné à la ferme intime. Une jeune nous dévoile, par exemple. On a tellement de la valeur de l'honneur et de la fierté qu'on ne peut pas se permettre de se montrer ou de se dévoiler avec une telle faiblesse. Quand vous n'êtes pas bien dans la tête, on parle de faiblesse pour montrer ce côté, cet ancrage lié aux normes culturelles. Il existe aussi, la santé mentale est silenciée. Donc, il existe un silence autour de la santé mentale aussi, nous dévoile des jeunes. Une nous raconte, moi, j'ai pas peur, mais autour de moi, on dirait qu'il ne faut pas parler de ça. Je suis capable d'en parler de façon décomplexée, mais personne ne va m'encourager à le faire. Et pire encore, si j'en souffre, on va me conseiller de cacher ça. Ces représentations ne sont pas propres au contexte canadien ou québécois. Elles ont été observées dans d'autres communautés afrodescendantes, notamment au Royaume-Uni et en Jamaïque, à travers plusieurs études. Et elles s'inscrivent dans un ensemble de normes sociales, religieuses et historiques qui valorisent l'honneur et l'intimité familiale tout en associant la vulnérabilité à une forme de faiblesse morale. L'autre élément aussi d'analyse, c'est l'intersectionnalité, une approche intersectionnelle de la santé mentale des jeunes afro-descendants et descendantes, parce que l'expression de la détresse ou de la santé mentale, la recherche d'une prise en charge psychologique ou psychiatrique, les stratégies de résilience et les obstacles d'accès aux services chez les jeunes afro-descendants doivent être analysés dans l'entrecroisement de la racialisation, du genre, du statut migratoire et de la religion ou de la spiritualité. Ces dimensions s'articulent entre elles et façonnent profondément la manière dont les jeunes vivent, interprètent et gèrent leur détresse psychologique. Nous avons travaillé sur un modèle de l'oignon pour montrer l'entrecroisement de ces dynamiques religion, statut migratoire, genre, euh, racialisation et le contexte social euh, 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 global, donc crise politique et aussi le racisme systémique pour comprendre vraiment les réalités de la santé mentale chez les jeunes des communautés noires qu'il faut voir de façon holistique, mais pas de manière isolée. Donc le genre occupe une place centrale dans cette dynamique et les femmes rencontrées dans nos activités sont largement majoritaires, tant dans les espaces de discussion que dans les réponses du questionnaire. Elles semblent plus disposées à parler de santé mentale, malgré les responsabilités familiales et sociales qui pèsent sur elles, que ce soit au Québec ou dans leur pays d'origine. Plusieurs décrivent une charge émotionnelle importante dont il faut souligner. La réalité des jeunes afro-queer aussi est hyper importante parce que ces jeunes afro-queer se retrouvent à l'intersection de plusieurs formes de discrimination qui affectent leur santé mentale, dont il faut vraiment appuyer sur cette réalité pour approcher les problèmes liés à la santé mentale. Chez les hommes noirs aussi, nous avons remarqué que les hommes sont beaucoup plus enclins à être influencés par et les normes de masculinité traditionnelles et aussi l'intériorisation des préjugés liés à la santé mentale, même si
ces enjeux les touchent aussi, bien évidemment. Il y a aussi le statut migratoire qui est hyper important et qui constitue un facteur déterminant dans l'expérience de la santé mentale. Les jeunes afro-descendants issus de l'immigration rencontrés font face à de multiples défis. Par exemple, l'adaptation à un nouveau contexte de vie, la compréhension du système scolaire, la pression de la réussite, la précarité économique et les ruptures des liens sociaux. La première chose qui te frappe, c'est la solitude. En Afrique, on vit en communauté. Ici, tu es seul, nous avoue un jeune. Une autre poursuit les liens qu'on n'a plus. Je ne m'habitue pas. On a l'impression qu'on est seul. Ça affecte beaucoup la santé mentale. Nous avons aussi prélevé ou identifié des barrières liées à l'accès des soins de santé mentale chez les jeunes. Ces barrières concernent premièrement le manque de représentativité. C'est un premier obstacle qui est fréquemment mentionné par les jeunes dans les services sociaux et les jeunes rencontrés soulignent que l'absence de professionnels noirs rend compliqué la création de liens de confiance et renforce le sentiment de méfiance. Plusieurs affirment qu'ils ou elles seraient plus à l'aise de consulter une personne partageant une appartenance identitaire similaire, non pas par préférence essentialiste, mais parce qu'ils estiment que certaines réalités, comme les démarches migratoires, les pressions familiales, transnationales ou le stress, par exemple, sont difficiles à comprendre pour des professionnels et personnels qui n'y ont jamais confronté. Quand je vais dire à une personne que je n'arrive pas à renouveler mes documents d'immigration, j'ai l'impression qu'elle ne me comprend pas, qu'elle ne comprend pas le poids de ce que je vis, raconte un jeune. Au-delà de la représentativité, les jeunes dénoncent également un manque d'ouverture et de compétences culturelles chez plusieurs professionnels. Elles rapportent devoir constamment expliquer leur contexte culturel, corriger les interprétations erronées ou composer avec des réactions teintées de biais inconscientes. Et cette situation contribue à l'errance médicale, c'est-à-dire la situation selon laquelle la personne doit consulter plusieurs médecins ou plus professionnels avant d'obtenir un diagnostic. Le gars ne comprenait rien. Il a dit, pourquoi ton papa a deux femmes? Ça, c'est le cas d'un, d'un jeune qui raconte qu'il est allé voir un professionnel et son père est polygame, donc il se sentait obligé à expliquer au professionnel pourquoi son père est polygame plutôt que de rester sur son vécu souffrant qu'il voulait partager. Nous avons aussi remarqué comme barrière l'intériorisation des préjugés et des stigmates aussi chez les jeunes, qui constitue aussi un obstacle. Par exemple, des discours comme les psychologues, c'est pour les blancs, que si tu pries, tu n'auras pas de problème de santé mentale, que les hommes noirs ne doivent pas pleurer, que les femmes noires sont fortes. En fait, ça, ce sont des stigmates ou des préjugés que les jeunes ont intériorisés de par leur socialisation et qui peut constituer des barrières aussi. Tout de même, il faut avouer que notre étude comporte des limites, non seulement par rapport à l'échantillon, parce que nous avons consulté seulement une centaine de jeunes, qui n'est pas du tout représentatif, on est d'accord aussi qu'on est aussi, c'est une recherche communautaire de l'organisme qui fait que ça mérite vraiment d'être approfondi. Ce qui était important pour nous vraiment, c'est de vraiment rendre évident ces réalités. Nous avons aussi formulé des recommandations et ces recommandations sont de plusieurs ordres. D'abord, au niveau communautaire, il faut que les organismes, les familles, les leaders religieux et espaces de culte doivent se mobiliser pour briser le silence qui entoure la santé mentale, pour développer des espaces de parole et de soutien, pour impliquer activement les leaders communautaires et spirituels aussi, pour travailler pour réduire les écarts de stigmatisation autour de la santé mentale, explorer le dualiste de la religion et de la spiritualité qui, en même temps, est une ressource, mais aussi parfois peut véhiculer des préjugés, peut être des blocages aussi dans certains cas. Donc, il faut vraiment explorer ces dynamiques. Ça concerne aussi les professionnels pour reconnaître les vécus des jeunes, euh, avoir des pratiques culturellement sécuritaires et aussi des formations, des outils pour mieux comprendre les vécus de ces jeunes. Il est important aussi que les gouvernements reconnaissent officiellement que le racisme, les discriminations et les microagressions ont des impacts, des conséquences sur la santé mentale pour intégrer cette réalité dans les plans d'action liés à la santé mentale
favoriser la diversification de la représentativité des professionnels noirs, faire de la recherche, de la formation et s'engager dans un vivre ensemble avec soi-même et avec les autres, comme disait Daniel Derivoire. Et il y a aussi des recommandations au niveau individuel, des stratégies d'adaptation pour encourager les jeunes à faire des activités de création artistique, de bricolage, des activités pour maintenir le réseau social, favoriser un environnement inclusif et aussi ne pas négliger aussi la dimension spirituelle que, comme j'ai dit tantôt, qui constitue un élément très important. Donc voilà, j'ai pour faire cette recherche, j'ai mobilisé plusieurs sources, plusieurs documentations qui sont ici présentes et aussi il y a eu toute une panoplie de personnes qui ont participé à cette initiative dont je ne pourrais pas citer tous les noms, mais je, je tiens à remercier tous les professionnels, les psychologues ou les acteurs communautaires, les institutions qui ont participé à cette initiative. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je suis là pour les questions au cas où vous en avez. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup à toi, Peterson, pour cette présentation très intéressante. J'ai hâte d'entendre les questions du public, justement, pour alimenter les réflexions. Donc, nous en sommes à la période de questions. Je vois qu'on avait déjà une question dans le chat, en fait, de la part de Pierre Céleste, qui demande quelle serait l'évolution de la santé mentale des jeunes Afro au Québec? Amélioration ou dégradation et pourquoi? Peterson, voudrais-tu tenter une réponse? La question, quelle serait l'évolution, amélioration ou, tu peux répéter, amélioration Amélioration ou dégradation et ou pourquoi? dégradation? En fait, c'est très subtil cette question parce que ça mérite de voir cette évolution par rapport à un instant T, tu vois, parce que est-ce que dans quelle période, est-ce que c'est post-pandémie, par exemple? Parce que si je parle d'amélioration, j'entends il doit vraiment avoir un instant T pour voir cette évolution. Mais ce que je peux dire, eu égard des jeunes, des conversations que j'ai eues avec les jeunes dans le cadre de cette recherche, c'est que la dimension de santé mentale demeure préoccupante. C'est pas que pour dire que tous les jeunes afro-descendants ont des problèmes de santé mentale, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de dire que, par exemple, si on prend les données, on voit que 58 à 60% des jeunes ont une santé mentale ou des niveaux de santé mentale au niveau normal, moyen, mais il reste il y a entre 35 et 40% qui ont des formes entre légers et sévères de dépression, d'anxiété et de stress qui démontrent que, en fait, la santé mentale, c'est une réalité qui nous concerne aussi. Mais maintenant, qui concerne, alors, je voulais parler des communautés noires, mais après, en termes d'évolution, j'ai pas beaucoup d'éléments pour répondre à ça parce il faudrait que je me positionne par rapport à un temps T et pour voir par rapport à maintenant, mais je peux rester dans le cadre de ce rapport pour montrer qu'est-ce qu'on a comme évidence. Et c'est une réalité qui touche aussi les communautés noires et qu'il est important, urgent d'adresser. Excellent. Merci beaucoup pour la réponse. Donc, on a Marie-Hélène qui demande, y a-t-il des enjeux liés à l'urbanisme à Québec comme à Montréal? Je dois répondre aussi. Bon, je pense que le Québec et Montréal, c'est deux agglomérations complètement différentes, ça il faut l'avouer. Si bien que à Montréal, cette diversification liée à la population et aussi aux enjeux urbanistes sont beaucoup plus présentes à Montréal plutôt qu'à Québec, parce que quand on regarde Québec et quand on regarde aussi les documents, que ce soit les documents communautaires ou des recherches, on voit que c'est une ville en pleine expansion démographique et aussi avec des grands projets aussi. Ce qui fait que oui, il reste qu'il y a des enjeux aussi au Québec, mais c'est pas comparable à Montréal. Il faut savoir que c'est deux réalités différentes.
et que, mais ces enjeux, ça existe aussi. Je peux pas m'aventurer pour dire dans quel niveau, etc., parce que c'est pas du tout mon domaine. Mais je pense que oui, il y a ça comme enjeu, mais qui diffère grandement de Montréal. Hmm. Excellent. Puis, comme complément à la question, Marie-Hélène a envoyé une BD enquête scientifique pour approfondir le tout. Donc, la question des espaces publics, des third spaces, c'est ma compréhension de la chose à Montréal. Donc, merci beaucoup pour cette ressource, Marie-Hélène. Et donc, il y a Cathy Tétrault qui écrit: Nous sommes une maison des jeunes qui est située dans un quartier où plusieurs familles immigrantes s'installent. Nous tentons de savoir pourquoi aussi peu de jeunes noirs nous visitent autant des nouveaux arrivants que ceux qui sont nés ici. Aussi, nous aimerions apprendre comment les mobiliser. Nous savons que les maisons des jeunes sont souvent citées comme des centres de jeunesse, mais ce n'est pas le cas. Sadatou, je me demande si vous avez des réflexions quant à ça, donc la réalité montréalaise notamment, puis ensuite Peterson, si tu un complément pour la réalité à Québec. Merci pour la question et bravo vraiment pour les données. Je me rends compte que les données qu'on trouve ne font que confirmer en fait les réalités que les jeunes vivent, que ce soit au niveau de leur ressenti ou au niveau des conditions matérielles d'existence. Maintenant, le fait que les jeunes ne fréquentent pas des organismes, des maisons des jeunes, puis les jeunes, je suppose les jeunes noirs ou les jeunes de communauté, ben, je vais m'avancer à dire ça Les dépend jeunes noirs, les jeunes noirs. les jeunes noirs. Et vous êtes situé dans quelle zone? On est dans le quartier du Berger-les-Saules. Et sol. Donc, tout dépend de la population qui habite déjà dans ces, aux alentours. Tout dépend de ce que vous fournissez aussi comme information, où vous allez rejoindre les informations. Je peux dire aussi, souvent dans les organismes, tout à l'heure, je pense Peterson a évoqué le fait aussi, si l'équipe au sein de l'équipe, est-ce qu'il y a des personnes auxquelles les jeunes noirs pourraient, comment on appelle ça, s'identifier? Est-ce que c'est une équipe diversifiée? Est-ce que les enjeux que vous abordez touchent directement aussi les jeunes? Je pense qu'il y a euh, beaucoup de stratégies à développer, mais c'est déjà d'être à l'écoute en fait des besoins et d'aller les rencontrer là où ils sont, d'être dans l'ouverture et puis d'avoir au sein de l'équipe des personnes auxquelles elles peuvent s'identifier aussi. Nous avons une personne, mais sur le conseil d'administration seulement, OK. mais dans l'équipe de soir là, qui œuvre auprès des jeunes, non, on n'en a pas. Puis j'ai remarqué ça tantôt, c'est vrai que ça peut leur apporter une sécurité ou une confiance envers l'organisme. Moi, je me suis renseignée, on s'est renseigné auprès des différents organismes, puis on nous disait que ils n'en étaient pas là, les familles, quand ils arrivent, là. Ce qu'ils veulent, c'est manger, dormir, travailler, tu sais, être intégrés à l'école, mais en même temps, nous, on sait que tout est gratuit ici, puis on pourrait quand même donner une pause aux familles, aux parents. Mais tu sais, encore là, je comprends. Puis il y a aussi des préjugés face aux maisons des jeunes. Ça peut être, puis je parle par tout le monde, là. C'est comme, c'est pas des jeunes délinquants ou criminels qui viennent ici. Fait que ça peut faire peur aussi aux nouveaux arrivants de penser que est-ce que je vais envoyer mon enfant là si c'est tu sais, ça peut être, il y a des préjugés, mais en tout cas, nous, la Maison des jeunes à Duberger, c'est vraiment côté, les jeunes ont des problèmes, mais pas. C'est pas un centre policier, mettons, là. Tu sais, je sais pas si j'explique bien, Ouais. mais c'est sécuritaire. On est une bonne équipe, une belle équipe. Mais tu sais, si jamais vous avez un guide, des suggestions ou des choses que. Parce qu'on est trois membres de notre équipe en ce moment qui participent à votre réunion, on est vraiment intéressé à savoir comment faire pour, euh, pour leur donner. Tu sais, on a eu des visites quand on organise des portes ouvertes. Parfois, on a des visites ou des tournois de basketball. Là, ça vient chercher un peu plus de jeunes, mais sinon, on n'en a pas. Fait que, tu sais, moi, je voulais vraiment vous tendre une perche, là, s'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire collaborer ou assister à quelque chose. Ben, en passant, merci beaucoup aujourd'hui, c'est super intéressant.
Mais nous, on est une équipe ouverte à apprendre puis comprendre. Merci beaucoup. Bon courage et puis je pense le fait de vouloir le faire correctement est très important, mais il faut pas oublier non plus que on est dans un environnement où l'aspect systématique n'a pas été n'est pas suffisamment reconnu et traité. Et donc, dans ces conditions, même si vous êtes un îlot, vous avez envie de bien faire, je pense qu'il faut aussi tenir compte à votre niveau de bien connaître ce système dans lequel le racisme est présent. Et la stigmatisation aussi qui est faite, que ce soit dans les médias, que ce soit par rapport aux violences policières, que ce soit par rapport à la racialisation, etc., des violences. Il y a beaucoup de choses à apprendre, à s'approprier et puis je pense continuer à communiquer puis être dans l'ouverture et comme vous le faites actuellement, accéder aussi aux ressources qui sont disponibles. Puis je vais compléter la réponse en mentionnant que, dans le fond, le Forum jeunesse afro-québécois, on serait intéressé là, de prendre contact avec vous pour discuter peut-être des solutions possibles. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là. Donc, merci pour votre présence à vous et aux membres de votre équipe. Donc, je passerai à la prochaine question. En fait, on a Pierre Céleste qui demande quelle est la situation spécifique des jeunes afro nés au Québec et de ceux arrivés par l'immigration en matière de santé mentale. Donc, je passerai peut-être la question à Peterson. Est-ce que tu as remarqué une différence, en fait, dans la recherche par rapport à ces deux catégories de jeunes? Ton micro est fermé, je pense. Ok, oui, oui, il y a quand même une différence, en effet. Premièrement, dans les données statistiques, nous avons observé que les, je l'ai dit tantôt, que les jeunes nés au Canada, ils sont beaucoup plus victimes des microagressions, contrairement aux jeunes qui sont nés ici. Et quand on regarde aussi par rapport au stress et à l'anxiété, et les données statistiques, bon, là, je les ai devant moi, mais comme je n'ai pas partagé mon écran, mais aussi les niveaux de stress sont beaucoup plus élevés chez les jeunes nés au Canada euh, par rapport aux jeunes qui sont en résidence permanente, par exemple, soit moins 5 ans ou plus 5 ans, alors inférieur ou inférieur, et les non-résidents. Donc, le niveau de stress est beaucoup plus élevé chez les jeunes euh, nés au Canada, mais dans la dépression, ça se diffère, par exemple. Dans la dépression, on trouve que les, le niveau de... Oui, ben oui, la dépression aussi, pardon, là je suis... La dépression aussi, c'est beaucoup plus élevé, oui. Ah ben oui, en fait, il y a vraiment une différence dans la santé mentale chez ces deux populations qui est exprimée aussi dans les données statistiques. Mhm. Donc, si je comprends bien, la situation est plus grave pour les jeunes nés à l'extérieur du Canada que les jeunes au Québec, ou c'est l'inverse? Non, au Canada et les jeunes issus de l'immigration. C'est ça la différence. OK. Et quand on parle de jeunes issus de l'immigration, c'est donc des jeunes qui sont nés à l'extérieur du Canada. Exactement. C'est-à-dire, il y a des jeunes qui sont nés au Canada et des jeunes qui soit ont la résidence permanente Mhm. ou qui sont non résidents. Et ça, quand on regarde, par exemple, la distribution du stress chez eux, de l'anxiété, de la dépression, de la discrimination et de la microagression, et des microagressions, les personnes nées au Canada ont des scores beaucoup plus élevés par rapport aux autres jeunes. Mhm. Ah, c'est intéressant. J'ai une question complémentaire par rapport à ça. Dans le fond, penses-tu qu'une partie de cette différence-là peut s'expliquer par la perception d'injustice ou d'avoir subi des microagressions, du racisme de la part des jeunes qui sont nés au Canada comparativement aux jeunes nés à Tout à l'extérieur? fait. Puis Tout ça, à d'accord, fait. je lancerai la question de votre côté aussi, voir si vous avez des réflexions par rapport à ça. Tout à fait, je peux dire ça rapidement. En fait, il y a dans la perception que tu viens de parler, la socialisation raciale, ce qui est hyper Mhm. important. Par exemple, pour quelqu'un comme moi qui a grandi, vécu en Haïti, j'ai été socialisé racialement de manière différente qu'un jeune, par exemple,
qui est né et grandi au Canada, qui est minoritaire dans une société et qui perçoit mieux les effets du racisme systémique chez ses parents, chez ses proches, dans les milieux. Et donc, la perception diffère. Moi, ma perception et ma socialisation raciale a été différente. Et ça diffère aussi d'une personne qui vient de l'Afrique, d'un pays africain, ce qui fait qu'ils ont socialisé d'une manière différente. Ce sont des personnes, des jeunes qui étaient dans des sociétés où ils n'étaient pas minoritaires de par leur racialisation. Ce qui fait qu'ils étaient, bon, il y avait des éléments ethniques, des différences, des disparités, mais pas avec la notion de race qui est extrêmement présente dans ces sociétés à la suprématie blanche, des sociétés majoritairement blanches, ce qui fait que la perception diffère, bien entendu. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Et ce que je peux dire aussi, c'est que quand on parle de migration, les personnes qui migrent sont souvent les personnes qui appartiennent à des groupes plus ou moins favorisés, en fait, dans leur lieu de départ. Donc, ils ne sont pas confrontés, ce n'est pas les personnes qui sont confrontées à des adversités énormes dans le lieu de départ, alors que quand elles arrivent ici, elles vont être confrontées économiquement, culturellement, socialement à des enjeux beaucoup plus importants, donc qui peuvent causer du stress. Euh, je pense que ça ajoute aussi à l'explication de ça. Et tout l'aspect communautaire aussi, c'est sûr que les conditions de vie il y a une des citations où la personne dit que en Afrique, euh, on est en communauté, alors qu'ici, les gens sont plus ou moins isolés. Donc, il y a tout cet aspect et effectivement la racialisation aussi. Ce n'est pas les mêmes types d'adversité auxquelles les gens sont confrontés dans les pays de départ et quand ils arrivent, principalement du nord au sud, en fait. Du sud au nord, je veux dire. Mhm. Ouais, Parfait. Donc, il y a la question de l'inéquité économique, en fait, qui a un aussi. impact sur la perception des microagressions et du racisme systémique. Très intéressant. On a Pierre Céleste qui demande quel serait l'impact des lois permissives sur certains produits alors que le jeune afro avait ces mêmes produits strictement interdits dans l'environnement afro. Je me demande si on pourrait préciser dans la question de quel produit on parle. Je dirais simplement la consommation de certaines substances OK, donc on autorisées parle ici, de... oui, produits ou substances, je voulais dire, ici, qui sont autorisées. Le jeune migrant qui arrive avec une culture d'un environnement où les mêmes produits sont interdits Hmm, peut s'y retrouver de façon maladroite, pas préparé à cela. Et ce sont généralement ces produits qui sont à la base de beaucoup de problèmes de santé mentale, si je hmm. peux le dire ainsi. Voilà la question, s'il vous plaît. Parfait, merci beaucoup. Donc, ce que je comprends, en fait, c'est qu'on parle de dépendance, par exemple, à des substances euh, narcotiques ou peu importe. Mhm. Yes. Ouais. Ben, je me Oui. demande, Peterson, est-ce que ça faisait partie des éléments qui Non. ont été étudiés dans les focus groups? Nous avons en effet eu un focus group sur l'itinérance et la consommation pendant euh, l'initiative, mais je ne pourrais pas faire un lien étroit ou associer l'impact des lois permissives à la santé mentale. Ça, je n'ai pas des éléments pour vraiment faire cette association. Euh, mais ce que je peux dire aussi, c'est que bon, l'itinérance et la consommation, on retrouve que ce sont des préoccupations euh, au- à laquelle sont confrontés aussi les jeunes des communautés noires, l'itinérance jeunesse, que ce soit la consommation. Donc, c'est des réalités que plusieurs organismes essaient de comprendre. Oui, on a discuté ça avec les jeunes, mais on n'a pas eu des jeunes vraiment qui consommaient lors de cet atelier, ce qui fait que je ne pourrais pas faire de lien par rapport à ça. Euh, t'as Pierre Céleste, mais ce que je peux dire et comprendre, c'est qu'en effet, il peut exister une forme de choc un peu par rapport à des cultures, euh,
par rapport à les cultures de consommation de la société d'origine et par rapport à la consommation d'accueil, ce qui donne des enjeux liés à l'éducation. Moi, je le vois beaucoup plus à ce niveau. Hein. Permets-moi de te donner une réponse par rapport à ça. Donc, comment les parents peuvent prendre en compte ces éléments alors que dans leur société d'origine, c'est pas permis, alors que ici c'est permis. Donc, ça renforce des enjeux d'éducation et des parents aussi. On a parlé de protection de la jeunesse, mais ça sous-entend cette question d'éducation, des modèles éducatifs. Ce qui fait que c'est beaucoup plus complexe, cette question, mais je pense que je vais te donner ces éléments de réflexion à chaud, mais sans non plus faire de lien comme tu l'as proposé. Sadatou, est-ce que vous auriez un Oui. élément complémentaire pour la réponse? Mhm. Oui, je comprends la question, mais je pense que oui, les parents pourraient avoir beaucoup de stress par rapport à ce que leurs enfants pourraient être amenés à faire ici, parce que, il y a cette notion de permissivité, que ce soit en termes de consommation ou d'autres types de comportements. C'est sûr qu'il y a ce stress-là, au niveau des parents. Mais je dirais, c'est non seulement, c'est pas tant la permissivité des lois, euh, parce que si les règles existent et que les conditions existent aussi, les ressources, les recours existent, que ce soit pour les parents ou les enfants, ça aurait été moins stressant. Mais, mais je pense que c'est surtout aussi l'aspect contrôle qui existe sur la parentalité. Euh, et je reviens encore aussi l'aspect conditions de vie parce que les personnes immigrantes, les familles immigrantes vont être dans beaucoup de stress en termes d'urgence, de trouver un emploi d'urgence, etc. Euh, la défavorisation de certains quartiers, le manque d'espace dans certains quartiers pour les jeunes. Il y a beaucoup de choses en fait à mettre euh, comme facteurs qui peuvent aggraver l'existence de lois permissives par rapport à certains produits. Hmm. Excellent. Donc, je vois qu'il y a Haralda Magloire qui lève la main pour une question. Ensuite, je prendrai comme dernière question celle de Marie-Hélène dans le clavardage. Oui, moi, c'était juste pour revenir sur le point sur la perception au niveau de la racialisation. Dans le fond, je voulais juste mieux comprendre pour les personnes qui sont nées à l'extérieur, cette idée de racialisation-là se fait plus dans ce choc culturel-là par rapport à comparé aux personnes qui sont nées ici où ils sont majoritaires, fait que c'est comme naturalisé, c'est déjà dans les dynamiques, c'est ça que je comprenais. En fait, moi, j'avais compris l'inverse, donc j'invite Peterson peut-être à clarifier. Mais ce que j'avais compris, c'est que les personnes nées ici perçoivent plus de discrimination que les personnes qui viennent de l'étranger. Oui, ça j'ai compris, mais ma question, c'est quand vous avez apporté le point de racialisation à cause que la racialisation est différente, c'est ça qui cause cette dynamique, cette différence-là. Mais c'est là que j'étais un petit peu plus. Mais est-ce que c'est parce qu'à cause qu'ils arrivent ici, oui, ils vivent de la discrimination, mais parce que c'est plus lié aux autres aspects, que ça soit comme économique. C'est là qu'ils voient que comme la dynamique du racisme qui est présent, c'est juste ça que comme ce bout-là de juste. Ouais. Euh, oui, je dirais les personnes les jeunes personnes immigrantes qui sont pas nées ici, qui arrivent, ils quittent un contexte où justement ils sont pas racialisés en tant que tels. La racialisation, c'est en venant ici qui sont racialisés, qui sont vus plus comme noirs que comme une personne. Et donc, je disais qu'ils ne sont pas confrontés au même type d'adversité. Donc, en venant ici, ils vont être confrontés justement à de la discrimination qui se base sur la race, entre guillemets, et des conditions de vie, en fait, liées à leur appartenance au groupe minoritaire dans ce contexte-ci. Dans leur contexte de départ,
il pourrait être confronté à d'autres types de discrimination, d'autres types de défavorisation. Mais étant donné que les personnes qui arrivent souvent appartiennent à des groupes plus ou moins favorisés là-bas, donc le ressenti va être plus fort en arrivant ici. Maintenant, les personnes qui sont nées ici, les personnes qui sont de deuxième, troisième génération, etc., ils étaient déjà confrontés à une minorisation racialisée ici. Donc, ce que j'ai compris de ce que Peterson disait, que ces personnes-là vont avoir une perception plus affirmée déjà que les personnes qui arrivent. Ouais. Mais cette dimension-là, je comprends, mais dans votre étude, les personnes sont déjà là. Mais malgré tout, dans les résultats, ça montre euh, que les personnes qui sont nées ici, ils ont plus d'impact. Mais je me dis qu'après un certain temps, après avoir vécu ici, normalement, malgré que notre socialisation a été faite ailleurs, il y a un niveau d'équivalence parce que, comme, je sais pas si vous comprenez, parce que je peux comprendre qu'ils ont été arrivés ici après un certain nombre d'années, euh, que tu sois né à l'extérieur, tu vis dans un groupe minoritaire et puis ça fait en sorte que ça impacte. Fait que c'est pour ça que j'étais curieuse dans les résultats. Euh, mais bon, peut-être il n'y a pas de réponse. Ouais, mais c'est un questionnement très intéressant. Puis juste pour compléter la réflexion par rapport à ça, je demanderais à Peterson, la distinction qu'on établit, est-ce que c'est entre les personnes nouvellement arrivées au Canada, donc qui sont là depuis moins de 5 ans, et puis les personnes nées au Québec? Il y a plusieurs catégories. OK. Il y a d'abord des jeunes qui sont nés ici, au Canada. Il y a Mhm. des jeunes qui ont la résidence depuis moins de 5 ans. Mhm. Il y a des jeunes qui ont la résidence depuis plus de 5 ans. Et il y a des jeunes qui n'ont pas la résidence, qui sont en permis temporaire. Donc, c'est plusieurs catégories. Donc, ce qui fait que, ben, ce qu'il faut savoir, que ça, ce sont des statistiques qui sont un petit peu figées. Ça veut dire que on prend les données, les variables par rapport à des jeunes qui sont nés ici, on les croise, on voit ça comme réalité. Ça ne veut pas dire pour autant qu'un jeune qui arrive ailleurs ne puisse pas se rendre compte de ce racisme et ne vit pas les discriminations. Ça ne veut pas dire ça. Oh, ça veut justement dire quand on prend les données, les réponses qui ont été récoltées, on voit que les jeunes qui sont nés ici expriment ou beaucoup plus de microagressions. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut comprendre les éléments. Euh, dans les rencontres qui nous ont donné les éléments qualitatifs, donc, c'est sûr que oui, on voit, ça change parce qu'on discute avec les jeunes peuvent nous dire, mais cette dimension est très importante cette dimension est très importante pour nous montrer la question de socialisation et comment les réalités sont vécues et perçues de façon différente. C'est un peu ça comme subtilité qu'il faut prendre en compte dans cette réalité. Mais est-ce qu'on pourrait pas rajouter, avant de passer à la question, moi, de qu'est-ce que je comprends et puis de mon expérience, c'est que je pense que le langage, l'appropriation du langage, que comparé à quand tu es né ici, tu t'es approprié le langage, que peut-être tu l'as déjà vécu ailleurs, quelqu'un qui n'est pas né ici, et puis le langage n'est pas commun parce que tu n'as pas été socialisé dans le même environnement. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas cette question-là d'appropriation de langage qu'un groupe possède plus qu'un autre? De codes, de normes, de socialisation, oui, bien entendu, il y a cet élément, mais aussi, et ça, je dois l'avouer aussi, que dans nos ateliers, parfois, on a des jeunes afrodescendants qui nous disent que le racisme n'existe pas au Québec. Ce qui fait qu'il faut dire que c'est pas à l'unanimité aussi qu'on va voir. C'est pour ça qu'il y a des subjectivités. Quand on rencontre les jeunes dans les subjectivités, on en discute avec eux. Les points de vue sont contraires, dépendamment des vécus, des subjectivités, des trajectoires. Tu vois, ce qui fait que oui, cet élément que tu apportes, le langage, la perception, même le niveau de connaissance, tout ça joue de point de vue individuel ou quand on discute, mais il reste que, comme je l'ai dit, que c'est différent, tu vois. Il reste que c'est différent et cette différence, ça nous permet mieux de comprendre
justement, étant donné que les jeunes qui sont nés ici sont confrontés beaucoup plus longtemps à ces réalités de discrimination systémique et que ça impacte beaucoup plus leur vie aussi. Ils sont beaucoup plus conscients de l'impact de ces réalités, de ces racismes systémiques sur leur vie. Et pour les nouveaux arrivants, parfois, je rencontre qui disent, mais non, ici, il n'y a pas de racisme, en fait, on est bien, etc. On retrouve ce genre de discours, de réalité. Donc, c'est pour montrer que comment c'est complexe, c'est nuancé et que c'est pour ça que c'est important de l'étudier, de les étudier pour mieux orienter les interventions, pour mieux aider l'État à faire des politiques publiques, parce que c'est une réalité complexe qui est souvent très peu abordée, qui est ignorée, tu vois? Mhm. Et donc, sur ce, nous sommes malheureusement à court de temps, donc on va devoir arrêter la période de questions ici. Mais je vous remercie, Peterson, Sadatou, pour vos interventions qui ont pu alimenter les réflexions d'aujourd'hui sur la santé mentale et le défi d'être jeune et noir à Québec. Je remercie également Gabriella qui a dû quitter plus tôt, mais qui nous a présenté le projet Oustaoui. Merci à vous, membres du public, pour votre présence, vos questions. Ça a été très intéressant comme échange. Et je vous invite à rester à l'affût. Nous allons diffuser le rapport de recherche Oustaoui dans les prochaines semaines, donc vous pourrez prendre connaissance des données plus en détail. Restez à l'affût également des prochaines activités du Forum Jeunesse Afro-Québécois. Donc, vous pouvez consulter notre site web www.fjaq.ca ainsi que nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, LinkedIn pour connaître nos prochains événements. Donc, merci et puis bonne journée.